Alors, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être aujourd'hui votre animatrice pour le segment pour l'inflation, sur l'inflation en fait et les RRFS, donc les régimes de retraite par financement salarial. J'ai commencé par vous présenter notre prochaine invitée, qui est Evelyne Couturier. Alors, bonjour Evelyne, merci d'avoir accepté notre invitation. Evelyne est diplômée en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Elle travaille à l'IRIS depuis 2007. Elle s'intéresse particulièrement aux enjeux de l'inégalité de revenus, à l'évolution du système de retraite québécois et à l'impact des politiques publiques sur les femmes. Donc, bienvenue Evelyne. Voilà. La première chose qu'on peut regarder, c'est de regarder le taux d'inflation dans les dernières années. Donc, ça a déjà été mentionné. On a pendant longtemps eu un taux d'inflation qui était relativement stable, autour de 2 Un long plateau, un long fleuve tranquille de 2 d'inflation, ce qui rendait l'inflation et la hausse des prix relativement prévisibles. Arrive la pandémie et tout d'un coup, l'inflation commence à augmenter, suivi par une augmentation très importante du prix de l'alimentation. Donc, l'inflation, c'est la ligne turquoise, le prix de l'alimentation est la ligne orange. Donc, on voit déjà que le prix de l'alimentation, ça fluctuait déjà un peu plus que l'inflation, mais après 2021, le prix de l'alimentation a augmenté en flèche. Un graphique comme ça nous amène à nous poser deux questions ou à nous demander... à nous poser deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu un long fleuve tranquille, un long plateau de 2 Et c'est une question que je trouve importante à se poser. On va décortiquer tout ça. Alors, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on a réussi à maintenir les prix bas? Bien, il y a eu une précarisation de l'emploi. La qualité de l'emploi a changé. On a eu une ubérisation de plusieurs domaines de travail, notamment le transport. On peut penser aussi à Airbnb. On peut penser aux services d'entretien ménager, etc. On a cette nouvelle vision du travail, des emplois qui sont précaires. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a eu une réduction dans le taux de syndicalisation, surtout dans le secteur privé, et que les conditions de travail sont fortement liées à la syndicalisation dans une économie, même pour les secteurs qui ne sont pas syndiqués. Donc, une augmentation de la syndicalisation améliore les conditions de travail, non seulement des personnes qui sont syndiquées, mais aussi des secteurs qui sont adjacents. Une diminution de taux de syndicalisation, c'est une précarisation du marché du travail. Ensuite, dans les années où on avait un taux d'inflation stable, on a aussi eu une délocalisation de la production vers des pays qui pouvaient offrir de la main-d'œuvre qui était meilleur marché, mais aussi qui offraient des réglementations de santé et de sécurité qui protégeaient beaucoup moins bien l'environnement et la population. Donc ça aussi, ça nous a permis de garder les prix bas. Finalement, on a aussi eu des nouveaux modèles de vente de détail. Je pense entre autres aux magasins de grande surface qui font que c'est plus facile de venir livrer la marchandise à un seul point. On livre la marchandise en gros. Ça limite les coûts de la chaîne d'approvisionnement. Mais également le modèle just-in-time où on essaie de raccourcir le temps entre la production et la vente, mais qui demande quand même une certaine précarisation de cette chaîne-là parce que tout doit être fait au bon moment. Alors, ces trois facteurs-là ont permis de maintenir le pouvoir d'achat de nos sociétés, mais ont également fragilisé les conditions de vie des personnes qui y travaillent et des personnes qui soutiennent ce système-là. Fait on a eu un 2 pendant longtemps, mais ça nous a quand même coûté quelque chose collectivement. La deuxième question qu'on peut se poser quand on pense à l'augmentation de l'inflation, on a vu pourquoi l'inflation était relativement stable dans le passé, pourquoi maintenant on a eu un décrochage aussi important? Il y a le prix du pétrole qui explique ça, plus que la PCU, plus que les investissements publics dans l'économie. Le prix du pétrole a augmenté de façon importante en 2021. On se rappelle, par exemple, que l'été 2021, à certains endroits, le prix de l'essence était à plus de 2 $ du litre. Et étant donné qu'on a des sociétés qui sont beaucoup basées sur le transport, avoir des coûts d'énergie de transport qui sont élevés va faire augmenter les prix d'à peu près tout.
On a aussi eu des chaînes d'approvisionnement qui ont été, qui ont vécu la pandémie comme tout le reste. On peut penser, par exemple, à la stratégie zéro COVID à la Chine, où on a bloqué des villes et des régions pendant de longues périodes, donc la production a été arrêtée. Il y a eu un problème d'accès à des containers, pénurie de puces électroniques, etc. Donc, il y a eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement. On avait la difficulté à obtenir les produits de consommation. Je pense que c'est important aussi de parler de la protection des profits parce que quand on regarde les taux de profit de plusieurs entreprises, notamment les entreprises en alimentation, on voit qu'ils s'en sortent mieux après la pandémie qu'avant la pandémie. Leur taux de profit a été maintenu, voire augmenté. Et une des raisons pourquoi je pense que c'est important d'en parler, c'est que quand on pense à l'inflation et qu'on pense aux stratégies pour baisser l'inflation, on pense automatiquement à la Banque du Canada, à l'augmentation du taux directeur. La Banque du Canada a aussi demandé aux travailleurs et aux travailleuses de ne pas demander d'augmentation de salaire pour compenser l'inflation, pour que l'inflation puisse redescendre le plus rapidement possible. Par contre, la Banque du Canada n'a fait aucune recommandation aux entreprises pour leur suggérer comment gérer leurs finances et comment gérer leur taux de profit, les laissant faire ce qu'ils veulent. Grosso modo, on pourrait dire qu'on s'est fait dire que nous, on doit se serrer la ceinture et trouver des astuces pour déjouer l'inflation, mais les entreprises privées peuvent continuer de viser des profits qu'ils veulent sans égard à ce qu'ils nous font vivre. La dernière raison qui explique l'inflation qu'on a eue dans les dernières années, c'est la crise climatique. On s'en sort pas. Les événements climatiques extrêmes se multiplient et affectent l'agriculture, affectent les différentes cultures des aliments et les élevages qui nous fournissent la viande et font augmenter les prix. On pense bien sûr aux feux de forêt, aux tremblements de terre, aux sécheresses, aux inondations, aux ouragans. Tout ça va avoir un effet assez important sur le prix de l'alimentation. Alors, bref, on a eu une inflation à 2 % pendant longtemps, mais sur un modèle qui ne pouvait pas tenir éternellement et avec ce qui se passe avec les changements climatiques et avec l'économie de nos jours, on ne peut pas s'attendre à ce que l'inflation soit à 2 % dans un avenir de façon durable. Il va falloir revoir un peu comment on évalue l'économie. Et pour ce qui est des retraites, étant donné que c'est des ressources, c'est des revenus qui sont généralement relativement fixes, on n'a pas beaucoup d'espace et de marge de manœuvre une fois qu'on est à la retraite avec ces revenus-là, prendre en considération l'inflation devient très important. Alors, parlons justement des retraites. Le taux de couverture des régimes d'employeurs est en diminution depuis des années, est en diminution particulièrement dans la population couverte par des régimes à prestations déterminées, c'est-à-dire les régimes qui sont les meilleurs pour les travailleurs et les travailleuses, pour les retraités, puisqu'ils offrent un revenu qui est stable et prévisible, alors que les régimes à cotisation déterminée ne permettent pas de savoir exactement combien d'argent on va avoir à la retraite et exigent des personnes qui ont des régimes à cotisation déterminée de prévoir combien de temps ils vont vivre à la retraite. Alors, on reçoit notre argent de notre cotisation déterminée quand on rentre à la retraite et on doit se demander, est-ce que je pense que cet argent-là est supposé de me durer 10 ans, 20 ans, 30 ans? Ça augmente les risques et c'est plus difficile aussi de juger de la pérennité de nos revenus de retraite. La diminution des régimes à prestations déterminées a été compensée en partie par les régimes à cotisation déterminée, mais aussi par d'autres types de régimes, des REER collectifs, les RVER aussi. Les RVER, qui est la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement pour s'assurer que tous les milieux de travail offrent un régime de retraite ou offrent plutôt un véhicule de retraite, un véhicule d'épargne aux personnes qui y travaillent, mais n'exige aucune prestation, aucune cotisation de la part de l'employeur et ne garantit aucun niveau de revenu pour les personnes qui vont prendre leur retraite. Bref, on a mis en place le véhicule de retraite, le véhicule d'épargne le moins performant et le moins à l'avantage des travailleurs et des travailleuses. On a quand même le régime de rente du Québec, le régime des rentes du Québec, le RRQ, qui nous permet d'avoir un certain montant à la retraite pour toutes les personnes qui travaillent. Et ces rentes-là, elles sont indexées. Mais alors que le RRQ nous promet
des prestations qui sont à 25 de notre salaire. Quand on regarde effectivement ce que les gens peuvent obtenir au RRQ, ça ressemble plus à 10 du revenu au travail, puisque la Régie des rentes du Québec calcule la prestation sur l'ensemble de la carrière. Et quand on regarde une carrière d'une personne, eh bien, ça fait... On monte généralement en revenu au fur et à mesure qu'on a de l'expérience. Alors, si on commence son travail avec un revenu qui est plus bas et que lentement on gravit les échelons, ça reste que la prestation va être calculée sur l'ensemble de notre salaire et non pas notre salaire lorsqu'on va aller à la retraite. Alors que lorsqu'on essaie de garder un niveau de vie, c'est vraiment le salaire avant la retraite qui nous intéresse. Ce que ça donne, c'est que si on regarde la répartition des prestations des gens qui sont sur le RRQ, la prestation maximale, elle est versée à seulement 2,8 de la population. Et de ce 2,8 de la population qui réussit à atteindre la prestation maximale, plus de 80 sont des hommes. Pour le reste de la population, on se retrouve plus dans la zone entre 30 et 99, mais je dirais entre 30 et 80 de la prestation maximale, ce qui représente quand même des montants qui ne permettent pas de répondre à leurs besoins. Ça nous amène à une situation où est-ce que les personnes âgées vivent dans la pauvreté, une pauvreté qui est plus fréquente. Ça, je vous présente avec la mesure de faible revenu du Québec, qui regarde les personnes qui ont 50 du revenu médian. Donc, près de 20 de la population de 65 ans et plus a moins de la moitié du revenu médian du Québec. Donc, la population âgée du Québec, elle est pauvre. Elle est pauvre, mais c'est une pauvreté qui n'est pas profonde. Ça, c'est en comparant avec la mesure du panier de consommation qu'on est capable de dire ça, parce que la mesure du panier de consommation parle de couverture des besoins, donc la couverture minimale des besoins, le strict minimum nécessaire pour répondre au strict minimum de nos besoins. Alors, le pourcentage est très faible pour les personnes de 65 ans et plus. Alors, la pauvreté, elle est générale, mais elle est moins profonde. Alors que pour les gens de 18 à 64 ans, la pauvreté, elle est très profonde. Les gens qui ne réussissent pas à atteindre la mesure de faible revenu, pour la plupart, ne réussissent même pas à atteindre leurs besoins de base. Alors, allons vite parler d'inflation. Comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger de l'inflation? Puisque la couverture n'est pas suffisante ni avec les régimes publics ni avec le RRQ, il manque de l'argent à gagner et on va passer par les régimes d'employeurs pour les peu de personnes qui ont accès pour pouvoir combler les besoins. On va commencer par regarder à travers le monde comment est-ce qu'on peut faire l'indexation. On parle souvent de l'indexation à l'inflation, et ça, c'est une méthode qui est très populaire. Mais l'autre méthode qui est populaire pour indexer les prestations de retraite, si on exclut les régimes qui n'ont aucune indexation, c'est l'indexation au salaire. L'indexation au salaire est une façon de faire qui est intéressante parce que ce qu'elle dit, c'est que c'est pas juste nécessaire de garder le même panier, d'être en mesure de se payer le même panier année après année. Il faut aussi que le panier grossisse au même rythme pour l'ensemble de la population. En d'autres mots, si on se retrouve à avoir une société qui permet d'avoir des meilleures conditions de travail, les salaires sont en augmentation, les familles, les ménages réussissent à se payer d'un plus grand panier plus de choses, et que de l'autre côté, les retraités ont une indexation seulement sur les prix, leur panier va rester petit alors que le panier du reste de la population va s'agrandir. En indexant selon les salaires, on s'assure que le panier grossit pour l'ensemble de la société. Il existe aussi d'autres manières d'indexer, par exemple indexer à la croissance du PIB ou indexer au salaire minimum. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est les pays qui font le choix de faire une indexation multiple, comme par exemple le Royaume-Uni, qui fait une indexation qui est basée sur le triple lock. Le triple lock dit on va indexer les prestations de retraite selon le plus élevé de 3 indicateurs. On va indexer au prix, mais si on va indexer au prix ou au salaire, celui qui est le plus élevé,
Et si cette indexation-là est plus bas de 2,5 que 2,5 on va l'augmenter de 2,5 Ce qui fait que pour les retraités qui sont en Royaume-Uni, ils sont assurés d'avoir une amélioration de leurs conditions de vie année après année grâce à cette méthode, de s'assurer de suivre le coût de la vie ou s'assurer de suivre l'augmentation des salaires, ce qui leur permet une amélioration des revenus. J'aimerais ça passer rapidement sur le fait que quand on parle d'indexation des prestations de retraite des employeurs, on parle spécifiquement des régimes à prestations déterminées, puisque les régimes à cotisation déterminée n'offrent pas des prestations, ils offrent une somme qu'on peut investir ensuite pour avoir une rente. Et donc, c'est un peu individuel à savoir si on va avoir une retraite ou non. Ce n'est pas le régime qui l'offre, c'est à l'individu de le prendre. Par contre, il est intéressant de noter que les régimes à prestations déterminées coûtent beaucoup moins cher pour avoir une rente équivalente. Dans mon graphique, je vous présente le coût d'un régime à prestations déterminées, le coût d'un régime à cotisation déterminée idéal, normal, et un régime à cotisation déterminée individuel qu'on pourrait associer à des REER. Dans le cas d'un régime à cotisation déterminée, en plus du coût normal du régime de retraite, il faut prendre en considération l'absence de risque de longévité, puisqu'on ne peut pas partager le risque sur l'ensemble des personnes qui sont dans le régime, et également un portfolio moins balancé, parce qu'il y a certains risques qui sont plus difficiles à prendre quand il y a des gens qui vont partir à la retraite année après année, et donc s'il y a le marché qui s'effondre, si on a une mauvaise année comme 2022, il faut essayer de minimiser les risques. Alors qu'avec un régime à prestations déterminées, une mauvaise année est contrebalancée par les bonnes années précédentes et les bonnes années suivantes. Pour un régime à cotisation déterminée individuelle, le risque il est encore plus grand puisque ce sont des petits comptes qui sont investis ici et là. Il n'y a pas la force institutionnelle pour garantir des bons régimes de retraite. Donc, les régimes à cotisation déterminée ne permettent pas l'indexation, coûtent plus cher. Donc, on est mieux d'aller avec les régimes à prestations déterminées. Mais comment est-ce qu'on indexe les régimes à prestations déterminées au Québec? Il y a une variabilité dans les types d'indexation. Et là, on parle d'indexations qui sont garanties, qui sont prévues dans la loi. On voit que la majorité des régimes de retraite ne prévoient aucune indexation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'indexation aux prestations, plutôt que le mécanisme d'indexation n'est pas automatique. Les régimes qui permettent une indexation sont plus rares et sont plus nombreux dans le secteur public. Et on voit que l'indexation dans le secteur privé ne couvre que 17,3 des employés dans le secteur privé, mais également que l'indexation, elle est plus souvent partielle ou basée sur autre chose que l'IPC. L'indexation intégrale et totale, c'est vraiment la grande minorité des régimes. Une façon de contourner ce problème-là de régimes à prestations déterminées qui sont indexés, mais partiellement régimes à cotisation déterminée qui ne sont pas indexés du tout, on a développé un nouveau type de régime qui est le régime à prestations cibles, mais rien n'est garanti à l'intérieur des régimes à prestations cibles. Il est interdit par la loi de mettre des prestations qui sont planchées, donc on vise une prestation, on espère l'avoir, et si on ne l'a pas, rien ne nous garantit que nous allons avoir un certain niveau de prestations. Et l'indexation aussi ne peut pas être garantie dans le régime, et c'est vraiment en fonction de la situation qu'on va offrir l'indexation ou non. Parlons maintenant de l'avenir, les défis pour les retraites au Québec. Comment est-ce qu'on peut améliorer la situation? Bien, de façon rapide et pressante, on devrait améliorer les prestations universelles puisque c'est aujourd'hui et maintenant que les personnes âgées peinent à répondre à leurs besoins. Les versements temporaires sont temporaires et la situation de l'inflation nous amène dans une augmentation des prix qui va être durable. Même si l'inflation arrêtait de croître demain matin, et les prix ont tellement cru depuis 2 ans que ça reste un poids important sur les finances des ménages, encore plus des ménages à revenus fixes. On peut aussi regarder du côté des dépenses des ménages, les dépenses des aînés. Par exemple, on pourrait investir dans la construction de logements sociaux, de résidences pour personnes aînées communautaires ou coopératives, ce qui nous permettrait de diminuer les dépenses. C'est aussi une façon de lutter contre l'inflation.
Lors de la consultation publique pour revoir le RRQ, voir si on devait ajouter certaines règles, modifier certaines règles, ce qui a été particulièrement préoccupant, c'est qu'on nous a dit qu'on voudrait peut-être arrêter, on voulait peut-être changer le mécanisme pour déterminer les prestations et indexer les prestations du régime. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une réforme il y a quelques années pour le RRQ où on a 25 de la rente qui continue comme d'habitude, qui est indexée, qui est garantie, et une rente supplémentaire qui couvre de 25 à 33 qui, elle, est soumise à des mécanismes d'ajustement qui ne sont toujours pas déterminés. Alors, on ne sait toujours pas comment on va ajuster les prestations et les cotisations s'il y a un problème, mais on sait que ces prestations-là ne sont pas garanties. Le gouvernement a ouvert la porte à ce que cette absence de garantie soit généralisée à l'ensemble du régime de retraite du Québec. Ce qui veut dire que les futures cotisations et les futures prestations ne seraient pas garanties et on ne pourrait pas avoir cette prévisibilité à la retraite. Déjà que la prévisibilité à la retraite pour la majeure partie des travailleurs et travailleuses est très limitée, étant donné la faiblesse des régimes d'employeurs, le RVER qui a été choisi comme véhicule d'épargne et la pression à l'épargne privée. Au contraire de viser une précarisation des retraités par le RRQ, il faudrait plutôt essayer de voir comment est-ce qu'on peut instituer un système qui permet l'indexation du plus de prestations possible pour garantir une stabilité des revenus à travers les régimes publics, mais également à travers les régimes privés, c'est-à-dire les régimes d'employeurs. Finalement, je voudrais faire un dernier mot sur le travail des aînés parce que le gouvernement a un discours qui laisse entendre que le travail des aînés est un nouveau pilier de revenus pour la retraite, de stabilité financière pour les personnes de 65 ans et plus. Oui, on peut donner des outils pour soutenir les personnes qui désirent continuer à travailler, mais il faut aussi s'assurer que c'est un choix et non une obligation et qu'on garde toujours en tête l'importance de la santé physique et mentale des personnes âgées et aussi de se rappeler que la contribution des aînés de 65 ans et plus est importante et dépasse largement ce qu'ils peuvent faire dans le travail salarié. Merci. Je demanderai de rester quelques petites minutes. On va voir si vous aviez des questions. Donc, n'hésitez pas à venir au micro pour poser des questions par rapport à l'inflation. Je suis sûre qu'Evelyne va pouvoir vous répondre. Non? Moi, j'ai une petite question pour toi. Vas-y. Parce que je suis quand même représentante des femmes à la FTQ et on a souvent on nous dit souvent que les femmes sont les plus touchées, notamment à la retraite, par rapport à cette discrimination systémique qui existe et que les femmes sont de plus en plus pauvres à la retraite. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les recommandations que tu nous ferais en tant que syndicaliste ici présent pour essayer d'améliorer le sort de nos futurs retraités. Surtout les femmes, parce qu'on s'entend que la méthode, en fait, qui est employée pour que les femmes puissent obtenir une prestation de retraite, les défavorise dès le départ. Oui. Je pense qu'il y a deux éléments de réponse à cette question-là. Le premier, c'est le meilleur moyen de garantir des bons revenus à la retraite, c'est de garantir des bons revenus pendant qu'on est au travail. Donc, il faut améliorer les conditions de travail des femmes, il faut améliorer les conditions de travail des métiers qui sont traditionnellement féminins. Donc, il y a l'équité salariale, mais l'équité salariale doit aller encore plus loin parce qu'on a encore de la misère à reconnaître l'importance et la valeur du travail émotionnel, le travail de charge mentale et tout. Donc, il y a un travail à faire là et améliorer les conditions de travail des femmes. Donc, ça, je pense que c'est important. Puis, rendu à la retraite, il faut aussi, on a déjà comme un petit mécanisme au RRQ qui reconnaît que quand on a des enfants de 7 ans ou moins, c'est normal qu'on ait un revenu qui est plus faible, donc on les exclut du calcul pour la rente. Ça, c'est bien. Cette exclusion-là ne s'applique pas aux 25 à 33 % du régime supplémentaire du RRQ. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Il faut aussi prendre en considération que les femmes font un travail de proche aidante. Donc, c'est pas juste les enfants de 7 ans ou moins, c'est les personnes aînées, c'est les personnes qui sont en perte d'autonomie de tout âge et de toute condition qu'il faudrait prendre en considération. Et il faudrait justement prendre ça en considération beaucoup plus que simplement enlever ces années-là
au RRQ, mais voir comment est-ce qu'on peut même bonifier et améliorer les revenus de retraite de ces personnes qui sont pénalisées parce qu'elles font un travail qui est très important dans notre société. Merci infiniment. Je me disais que dans ton graphique, on voyait vraiment que les personnes âgées sont pauvres. Donc, que le pourcentage est vraiment très élevé de personnes qui finalement arrivent à la retraite très pauvres, puis que la solution que le gouvernement a trouvée à ça, c'est de faire travailler plus longtemps les personnes âgées, puis de vraiment essayer d'avoir plus de productivité finalement pour les personnes, alors que la tendance au niveau de la santé mentale, c'est l'inverse, c'est-à-dire de réduire le temps de travail, d'accompagner finalement les personnes à la retraite en diminuant leur participation active dans les emplois. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que, d'après les données, les recherches que tu fais, et puis le changement climatique qui vont nous tomber dessus, qui nous tombent déjà dessus, comment est-ce que, dans cette perspective-là, on pourrait faire en sorte que le paradigme change et de prouver finalement que de ramener les personnes âgées sur le plus longtemps au travail serait vraiment une grave erreur? On voit déjà on voit plusieurs dynamiques sur le marché du travail. Bien avant que le gouvernement commence à mettre des mesures fiscales pour encourager les personnes à rester sur le marché du travail, on voyait déjà que l'âge de la retraite se retardait. Alors, on donne toujours les statistiques des prestations du RRQ, des premières prestations du RRQ, mais il y a une grande part des personnes qui reçoivent des prestations du RRQ qui retournent sur le marché du travail ou qui restent sur le marché du travail. Donc, l'âge de la retraite est déjà de plus en plus avancé parce que les gens vieillissent en santé. Et si tu vieillis en santé et que tu as envie de travailler, il n'y a pas de problème, là. On remarque par contre aussi que ça c'est le côté plus ensoleillé. Les personnes qui ont des diplômes universitaires, par exemple, qui restent sur le marché du travail plus longtemps, tout ça, généralement, ça se passe assez bien. Ils ont aussi des bons revenus. Mais de l'autre côté, les personnes qui essayent de retarder le plus possible leur retraite se retrouvent plus nombreuses dans la catégorie des 25 % les plus pauvres. Et ça nous donne une autre indication que ce n'est pas une indication de choix et de bonheur et de santé, c'est une indication de pression économique de devoir avoir de l'argent pour continuer à travailler. Maintenant, si on prend la question environnementale, puis on prend la question du travail, on a la pénurie de main-d'œuvre, la rareté de main-d'œuvre, on a besoin de gens pour travailler, particulièrement dans les services publics, mais pas seulement. Mais on a aussi cette pression environnementale qui nous donne des nouveaux défis, qui crée des nouvelles possibilités d'investissement, mais qui crée aussi une nouvelle possibilité de réfléchir à quel genre d'économie on veut et comment est-ce qu'on peut mieux partager les ressources, le travail qu'est-ce qui représente le travail. J'ai envie de revenir un peu sur cette idée-là que les personnes âgées, rendues à 65 ans, même s'ils sont à la retraite, elles sont encore des personnes utiles et importantes dans la société. Traditionnellement, elles s'impliquaient dans le bénévolat, dans le soin des autres, dans le soutien à leur famille. Elles étaient aussi une source financière pour leurs proches parfois. Mais avec l'augmentation de l'endettement et l'augmentation du taux de pauvreté, la pression sur le travail, elles ne sont plus capables de jouer ce rôle-là. Je pense que dans une idée de transition environnementale, on devrait revaloriser ce travail de soutien communautaire et de soutien aux autres et trouver une manière de les soutenir économiquement en même temps de les laisser soutenir leur communauté. Et on doit aussi les inclure à repenser les structures économiques et de pouvoir autour de la transition environnementale, parce que je pense que c'est un mythe que les personnes âgées se disent « après moi le déluge » et qui veulent juste maximiser leur consommation. Je pense qu'ils sont aussi très préoccupés par l'état de la planète et qu'on gagnerait à les écouter sur ce sujet-là. Ça fait un tour. Merci. Merci infiniment, Evelyne. Merci beaucoup pour cette présentation.